Salut les geeks! On passe à la seconde vidéo de ma collection sur Frank Miller. Donc cette fois-ci, on va surtout s'occuper de Dark Horse et de DC. Si vous avez manqué l'épisode précédent, il concernait les publications de Frank Miller chez Marvel. Et la prochaine vidéo concernera uniquement ces Daredevil. Il y a tellement de trucs à dire dessus que ça mérite une vidéo à part entière. Je vous retrouve à la fin de la vidéo. Chez Dark Horse, Frank Miller est célèbre pour son Sin City, mais aussi pour son Martha Washington. J'en profite tout de suite pour préciser que, à chaque fois que j'entends dire que Miller est un misogyne, j'ai énormément de mal avec ça, parce que Martha Washington, c'est une dame, c'est une jeune fille. C'était une jeune fille, au début de l'histoire. Quand j'entends dire aussi que Frank Miller est un raciste, Martha Washington, c'est une black. Donc, femme plus noire, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire plus anti-sexiste et anti-raciste que ça. Si vous avez des commentaires à ce sujet, je vous en prie, les commentaires sont là, utilisez-les, à bon escient, et puis faites-moi savoir ce que vous en pensez. Donc, là j'ai un espèce d'omnibus, il y a 600 pages, qui réunissent tous les épisodes de Martha Washington. Martha Washington, je dois dire qu'en fait, j'adore la première série. Ensuite, Frank Miller en a fait un espèce de super-héros, et ça devient un petit peu moins bon. Ça devient plus classique. Donc pour moi, c'est moins bon. Parce que pour qu'une BD soit excellente à mes yeux, il faut qu'elle me surprenne. Si elle ne me surprend pas, quels que soient ses mérites, eh bien je vais dire que c'était bien, mais Martha Washington, la première BD, elle était époustouflante. Donc c'est tellement époustouflant qu'en fait, j'ai conservé mes Zenda, les traductions françaises. La première histoire de Martha Washington, c'était Give Me Liberty, a été publiée par Zenda sous la forme de 4 albums. 4 albums géants. Ça j'adore. J'adore la pub là, parce que ça me rappelle toujours celle du film de Verhoeven. C'était quoi? Le titre français, c'était Étoile au garde à vous, Starship Trooper. Et ce que Frank Miller et Dave Gibbons ont fait avec Give Me Liberty, c'était exactement Starship Trooper. Donc c'est une comédie très 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 acide de l'Amérique. De l'Amérique d'aujourd'hui, de l'Amérique d'hier, de celle de demain. Ce qui était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais adoré cette histoire. Pour ceux que ça intéresse, j'avais acheté ces albums à la librairie La Parenthèse de Nancy. C'était en 80... Donc c'était en 1990. Dave Gibbons, c'est le monsieur qui a dessiné Watchmen. Et comme on peut le constater ici, c'est un très grand artiste. Donc l'histoire de... d'ailleurs, comme dans Watchmen, c'est entrecoupé par des pubs, des pages de magazines qui permettent de raconter l'histoire qu'on lit, mais d'une autre façon. Ça apporte certains détails. Give Me Liberty, c'était l'histoire donc de Martha Washington, qui est une fille des ghettos, qui se retrouve, suite à un concours de circonstances, embrigadée dans les forces militaires, qui sont les forces militaires gouvernementales, qui sont elles-mêmes en combat avec une chaîne de fast-food qui essaie de détruire l'Amazonie afin d'y implémenter leurs usines de production de vaches ou je ne sais plus quoi. En plus, on a donc le président qui est un dingue, qui
est victime d'un attentat terroriste. Il est remplacé par un alcoolique qui décime les Indiens dans leur réserve. Puis donc le président dingue qui a été cryogénisé est ramené à la vie, si on peut dire, et il reprend les choses en main. Et pendant ce temps-là, Martha Washington, quand elle était dans les forces militaires, elle s'était rendue compte que son supérieur hiérarchique était un traître, et donc la suite de ses aventures, c'est son combat personnel contre ce traître. Et donc on peut dire que Martha Washington représente le rêve américain. Donc elle commence tout en bas de l'échelle et petit à petit elle gravit les échelons au niveau militaire mais aussi politique. Je passe maintenant à Sin City, qui est l'une des œuvres les plus célèbres de Frank Miller. Sin City, c'est également là où je me suis arrêté. En fait, je me suis arrêté avec Family Values, donc les valeurs familiales. C'est la dernière BD que j'ai conservée de Frank Miller. Après ça, j'ai arrêté, j'ai revendu ce qu'il avait fait et j'ai arrêté d'acheter les nouvelles œuvres. Parce que son style a vraiment trop évolué et je ne retrouve pas dans son nouveau style ce qui me plaisait dans l'ancien. Ce qui, vous me direz, c'est un peu normal. Ça fait partie de l'évolution. Mais bon, moi j'aime pas et donc j'ai arrêté d'acheter. Voilà. Par contre, je ne saurais trop vous recommander le premier Sin City, qui a été republié des dizaines de fois. Là, je le traite paperback souple, mais il existe en cartonné, en édition limitée, en édition ce que vous voulez. D'un point de vue graphique, c'est une leçon. Chaque page est une leçon. Quand vous voyez les ombres, cet éclairage qui est vraiment exagéré, pour moi, c'est l'impressionnisme allemand. J'adore ça. Je suis un fan de Murnau et de Lang, de réalisateurs allemands d'impressionnisme au cinéma au début des années 1920. J'adore ça. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait. Il y a une épure dans le dessin afin de conserver uniquement l'essentiel, et pourtant on arrive toujours à reconnaître ce qui se passe. Même s'il n'y a pas tous les plis de tous les vêtements, s'il n'y a pas toutes les coutures, on sait que telle personne porte un pantalon, a des chaussures, qui a une arme, etc. Frank Miller ici a vraiment passé un temps fou à rendre son dessin simple. Parce que, mine de rien, faire quelque chose de simple, c'est très très compliqué. Là, vous avez c'est pareil, ce sont les ombres chinoises qui sont faites pour révéler et masquer certaines parties de l'anatomie, suffisamment pour qu'on sache si on a affaire à un homme ou à une femme, et ce qu'il ou elle fait. C'est fabuleux. J'ai pas d'autres mots, c'est fabuleux. Et ça, donc, c'est le premier. Là aussi, bon, il a conservé uniquement les pansements sur le visage et la dentelle sur les vêtements de la mère. Enfin, ça permet aussi de se rendre compte à qui on a affaire, même si on n'a pas les détails de l'expression du visage. Donc le premier, en fait, c'est Marvin, qui est un espèce de gros bras plus ou moins débile, mais pas aussi débile que les méchants le souhaiteraient. Donc Marv est accusé du meurtre d'une fille, sauf que c'est un coup monté, il n'a pas tué la fille, et il se met à la recherche des tueurs. Et pour ce faire, il travaille avec des prostituées, et son enquête qui démarre dans les bas-fonds de la ville l'emmènera jusqu'à ses sommets, bien évidemment. Et c'est une enquête policière, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est intéressant du point de vue historique, car Frank Miller, quand il a commencé à dessiner, quand il était adolescent, voulait faire des histoires policières, des histoires de détectives privés. Et
il s'est occupé de Daredevil chez Marvel parce que ça se rapprochait, c'était le héros qui se rapprochait le plus d'un détective privé. Et on se rend compte, en fait, justement, quand on regarde ce qu'il a fait sur Daredevil, que la plupart des enquêtes sont menées de la même façon que celles qu'on découvre après dans Sin City. Sauf que, bien évidemment, il n'y a pas de femme à moitié nue, et ce qui est d'ailleurs bien dommage. Et il y a beaucoup moins de violence, mais c'est le même type de violence. On retrouve d'ailleurs aussi dans Sin City Miyoko, qui pourrait être une copie de Elektra. Miyoko, c'est une asiatique tueuse avec 2 sabres au lieu de 2 sailles. Enfin, il y a des points communs comme ça, des références qu'on retrouve d'une histoire à l'autre, qui sont assez intéressantes. Et bon, plus on avance dans ces histoires, plus on se rend compte donc que Miller épure son dessin, épure son style, jusqu'à atteindre ce qui pour moi est quasiment une caricature de son style. Et c'est là où j'ai dit bon stop, je peux plus. Donc vous avez ici Family Values. En fait, ça ressemble quasiment à des dessins des EC Comics des années 50. Il y a une espèce de caricature, d'exagération dans le trait, et en même temps, il n'y a plus cette épure. Il y a beaucoup trop de traits qui, à mes yeux, parasitent le dessin. Et j'aime pas du tout. En plus de ça, les visages deviennent vraiment grotesques. Les émotions sont exagérées, mais exagérées, déformées. C'est un peu comme si on était dans un palais des glaces où tous les visages sont déformés. Enfin bon, c'est un style, hein. C'est juste que moi j'aime pas. Voilà. C'est très dommage, mais je vous recommande quand même les 2 premiers Sin City. Chez Dark Horse, il avait aussi fait... Bon, il y a aussi donc... il y a aussi des one-shots. Celui-là, en fait, avait été utilisé... C'était le test que Rodriguez avait fait pour convaincre Frank Miller qu'il pouvait adapter sa bande dessinée en film. Et il me semble que ça ouvre d'ailleurs le premier Sin City au cinéma. Celui-là est exceptionnel aussi dans le sens où c'est que des pleines pages. Vous voyez le temps qu'il a passé à faire la neige, les flocons. Et il n'y a quasiment pas de dialogue. Juste à la fin. C'était un conte de Noël. Ouais, ça, il me semble, c'était un des tout derniers que j'avais acheté de lui. Ouais. Daddy's Little Girl. Pareil, la fille, ici, pour moi, ressemble à un dessin des années 30-40. Pas un personnage des années 90 ou 2000. Là aussi, bon, les 2 têtes qui sont plus grosses que tout le reste du corps. Enfin, j'arrive pas du tout. Sinon, pour ceux qui voudraient en savoir plus, ou qui voudraient en découvrir plus sur l'art de Sin City, il y a ce bouquin où une partie est en couleur. Ça montre surtout le travail de Lynn Worley. Et puis, vous avez plein de pin-up, d'esquisses qui ont été finalisées à un moment ou à un autre. Et bon, moi j'aime beaucoup ce genre de making-of. Il est pas cher en plus, hein, on le trouve dans les $20.
Donc si vous voulez en découvrir plus sur les esquisses et les dessins finalisés de Frank Miller concernant Sin City, je vous recommande cet album. Sin City, ça reste quand même une pierre angulaire des comics américains. Je vous le conseille à titre de curiosité, ne serait-ce que le premier. Ou en tout cas, bon, les 3 premiers sont vraiment excellents. Le premier, il se cherche, et il se cherche visuellement, il se cherche artistiquement, scénaristiquement, et c'est une histoire qui se suffit à elle-même. Donc vous n'avez pas besoin de lire la suite pour l'apprécier. Par contre, quand vous lisez le 2 et le 3, vous vous rendez compte que toutes les histoires s'entrecroisent. Et c'est un système qui a été repris dans les films de Rodriguez. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça reste plus un effet de style, à mes yeux. On n'a pas besoin de ça pour comprendre l'histoire, ou pour s'intéresser à l'histoire. Les numéros 2 et 3 sont également très classiques. Si vous êtes fan de polar, fan d'inspecteurs menant l'enquête, enfin pas d'inspecteurs, de détectives privés, plus ou moins alcoolo, plus ou moins drogués, menant l'enquête, vous ne serez pas dépaysé. Comme je vous l'avais montré avec Ronin, Frank Miller a aussi travaillé pour la distinguée concurrence. Il a fait Batman Year One, Batman The Dark Knight Returns et Dark Knight Returns 2. On va commencer avec Dark Knight Returns. Je l'ai acheté en trade paperback. J'avais une édition française qui était... Je sais même plus comment s'appelait l'éditeur. C'était publié avec une couverture bleutée. Il y avait... Je me souviens qu'il y avait un espèce de rectangle bleu. Et l'édition en elle-même m'avait surprise parce que le format était très proche d'un comic book. C'était pas les grands formats à la Zenda. Et j'avais vraiment beaucoup aimé en fait ces traductions. Et récemment, en fait, j'ai revendu donc l'édition française et je me suis acheté une édition américaine avec making of à la fin, couverture, etc. Pour ceux qui ont loupé les années 80, Dark Knight Returns, donc c'est Frank Miller qui revisite Batman. Batman est situé dans le futur, c'est un vieux. Il n'a pas enfilé l'uniforme de Batman depuis... Enfin, Bruce Wayne n'a pas enfilé l'uniforme de Batman depuis des années. Et puis, il se décide quand même à y aller. Et Robin devient une fille. C'est plus un garçon. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait des types qui avaient dit... Oui, donc ça rassure quand même toute une génération de lecteurs de savoir que Batman n'est pas gay. Ouais, enfin, il est juste pédophile, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas que ce soit mieux, mais enfin, c'est pas que ce soit un problème qu'il soit gay, mais enfin, là maintenant, il est avec une adolescente. Donc, je vois pas en quoi ça pourrait rassurer qui que ce soit. Donc, j'avais trouvé cet argument assez débile, même si j'avais trouvé sympa que Batman est une apprentie, parce que c'est ce que Robin est, une apprentie. Tout ce procédé, donc d'avoir les télévisions qui parlent tout le temps, ça en fait, je l'ai découvert des années plus tard. À l'époque, j'avais été subjugué, je m'étais dit, oh là là, Frank Miller, il invente une nouvelle façon de raconter des histoires graphiquement. En fait, non, c'est pas Frank Miller, c'est Howard Chaykin. Pour ceux que ça intéresse, Howard Chaykin, c'est lui. Et je vous présenterai un jour son œuvre en détail. Donc c'est juste une histoire de rendre à César ce qui lui appartient. Même si Frank Miller le fait de façon excellente, c'est pas lui qui a inventé ce procédé scénaristique. Ouais, et donc Batman Return, donc Batman revient et il est gros et gras, il s'en prend plein la gueule, mais bon, c'est quand même un héros, donc à la fin il vainc les méchants. Même si ça se passe pas aussi bien qu'on pourrait le penser et qu'il souffre pas mal pendant l'expérience. Enfin, c'était une façon de raconter une histoire
et l'histoire en elle-même que j'avais trouvée excellente. J'avais découvert ça en même temps que j'ai découvert Watchmen et V pour Vendetta. Et j'avais 17 ans à l'époque, ça avait été une claque, mais comme rarement j'en ai pris dans ma vie. Ensuite, il y a eu Batman Year One, et Batman Year One en fait surfe sur le succès justement de Dark Knight Returns. Ça raconte l'avant Batman, donc la genèse de Bruce Wayne, la genèse de Gordon, comment Gordon est devenu le commissaire que l'on connaît, qui est l'ami de Bruce Wayne. En fait, c'est Gordon qui est plus le héros de cette histoire que Bruce Wayne. Mazzucchelli, ici, bon, il a un dessin très européen, donc comme je l'ai dit précédemment, je suis pas fan de dessin européen. Ici, pour moi, c'est moins bon que Born Again, Daredevil Born Again. Mais ça reste quand même du très bon comics. Ça reste quand même une histoire qui, je pense, est importante dans la généalogie de Batman, dans l'historique de Batman. Il y a eu évidemment des dizaines d'histoires racontant sa genèse, mais celle-ci est vraiment très bien faite. Donc je vous la conseille, ne serait-ce que pour découvrir une jeune Catwoman, un jeune Gordon. Mais aussi, je précise, je suis pas du tout fan de DC, donc il y a sûrement eu beaucoup mieux. C'est juste que, bon, là je vous parle de Frank Miller et de ce qu'il a fait. Et puis ensuite, il y a Dark Knight Return 2, enfin The Dark Knight Strikes Again. Et je sais même pas combien il y en a eu. J'en ai acheté que 2. En fait, là, on est en pleine période Sin City-esque où Frank Miller déforme les personnages, déforme leur tête, dessine comme dans les années 50 ou 40, et j'ai pas pu. Donc j'en ai acheté 2 sur 3 ou 2 sur 4, je sais même pas combien il y en a eu en tout. J'ai arrêté. J'ai même pas réussi à le lire tellement les dessins me piquaient les yeux. Alors je vais terminer avec 300. 300, je l'ai acheté en fait très récemment, je crois il y a 2 ans, 3 ans. Je l'ai pas donc acheté à sa sortie. Je suis passé complètement au travers de toutes les accusations comme quoi Frank Miller était un anti-musulman, etc. Ça m'a pas du tout frappé quand je l'ai lu. Ce qui m'a frappé vraiment, c'est son style, une fois de plus. Après Sin City, au niveau du dessin, c'est du sous Frank Miller, à mes yeux. J'aime pas du tout. Il raconte toujours très bien visuellement et il exploite parfaitement le système panoramique du médium. Donc ça donne un côté très cinématographique à sa bande dessinée. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Il sait toujours bien raconter des histoires. C'est juste que je déteste son style de dessin. Et donc je l'ai lu une fois. Je me suis dit oui, bon, d'accord. C'est du Frank Miller après Sin City. C'est du Frank Miller qui expérimente. Et bon, c'est pas mon style. Donc c'est tout ce que j'aurai à dire sur cet album. Personnellement, je trouve que Sin City, c'est un chef-d'œuvre. En tout cas, les 2 ou 3 premiers albums. Pareil, Batman, Dark Knight Return, c'est quelque chose qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie. Je dis pas qu'on va aimer ou pas aimer, c'est pas vraiment le problème, c'est pas la question. Ce qu'il faut, je veux dire, c'est que pour votre culture personnelle, il faut lire Dark Knight Return, il faut lire le premier Sin City. Après, vous lisez les autres œuvres de Frank Miller si ça vous chante, mais celles-ci, il faut les lire si vous êtes un fan de comics, uniquement pour vous rendre compte de ce qu'il a apporté au médium. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager avec vos camarades,
vos petits camarades, vos grands camarades, tous vos camarades. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin avec Daredevil. Ciao, ciao!